Alors, bonjour. Du coup, Vanessa, je te propose qu'on refasse une petite présentation chacune pour les personnes qui sont là, qui ne connaissent pas vraiment en 1 à 2 minutes, et puis on enchaîne. Top. Alors, donc du coup, moi, je suis Lilia Rechetniak, cofondatrice de la société Ipipine, qu'on a cofondée avec mon associé Hervé Ferraud, qui n'est pas là aujourd'hui, il y a plus de 3 ans maintenant. Et donc l'idée pour nous, c'était de d'œuvrer pour améliorer l'inclusion des profils neuroatypiques dans le monde du travail. Alors, ce qu'on entend par neuroatypique, c'est les personnes avec des troubles du spectre autistique, au potentiel intellectuel, hypersensibles, les troubles 10, les TDA, donc troubles du déficit de l'attention, avec ou sans le H, qui veut dire hyperactivité. Les hypersensibles, j'ai dit, je crois que j'ai tout énuméré. Et en fait, ce qu'on entend aussi par favoriser l'inclusion, c'est aider les entreprises à mieux détecter les talents des personnes atypiques, à mieux les attirer, à mieux les recruter, leur donner envie de rester et générer la meilleure valeur ajoutée de cette collaboration, et faire bien évidemment pareil pour les personnes, qu'elles arrivent à générer pour elles-mêmes la meilleure valeur ajoutée du fait de travailler en entreprise, et puis aussi apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux se vendre, etc., etc. Voilà, donc nos deux cibles sont les personnes neuroatypiques et les entreprises, et dans nos services, on a la sensibilisation, la formation, ça fait partie de la sensible. On a la détection donc des talents potentiels soft skills. On a également donc ce qu'on appelle l'évaluation. On a l'accompagnement, donc on accompagne soit des personnes, soit souvent c'est les deux, les équipes qui recrutent ou qui accueillent donc là où les personnes neuroatypiques. Et on va commencer, voilà, à proposer du recrutement, mais c'est en cours d'élaboration. Tout comme la partie diagnostic RH qu'on cherche à renommer également parce que c'est pas très sexy. Voilà. Merci Liliane. Bonjour à tous. Donc je m'appelle effectivement Vanessa Mendès. Je suis consultante indépendante en innovation sociale et digitale depuis 2017, après 20 années de bons et loyaux services en format salarié. Donc j'interviens chez Pipine à 2 titres. D'une part en tant qu'associée et d'autre part en tant que conseil en stratégie et accompagnement opérationnel. Alors les raisons, comme je le disais la dernière fois, les 2 raisons qui m'ont poussée à rejoindre Ipipine sont les suivantes. La première, c'est que à mon sens, Ipipine incarne une vraie authenticité sur la thématique, on va dire, de l'inclusion et de la diversité. C'est une entreprise qui a été créée pour et par des atypiques. Donc, il y a une véritable maîtrise du sujet et une proposition de valeur que je trouve pour ma part particulièrement originale, innovante et qui, en fait, couvre toute la chaîne de valeur des ressources humaines et de la compétence. Et la deuxième raison qui m'a incité à soutenir Ipipine, c'est qu'à mon sens, Ipipine joue le rôle d'une entreprise militante, engagée, qui cherche à faire bouger les lignes, à la fois au niveau du grand public et dans les entreprises, pour changer les mentalités, pour faire effectivement, je dirais, pour aider à porter un nouveau regard sur la différence et sur le handicap. Donc, je trouve que on est vraiment dans l'action et pas que dans l'incantation. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, je suis moi-même, je ne suis pas neuroatypique, mais je n'en fais pas un complexe. Hein. Moi, je suis peut-être à l'inverse d'un neuroatypique, c'est-à-dire que j'ai été élevée dans le cadre et j'ai développé un syndrome que l'on appelle le fossel, c'est-à-dire un syndrome qui génère en fait une sorte de déconnexion entre la personne et sa vraie personnalité. Donc ça veut dire que pendant plus de 20 ans, j'ai été un petit peu à côté de moi-même, c'est-à-dire que j'étais un peu décorrélée de ma personnalité, de mes émotions, de mes désirs, de qui j'étais vraiment. Et donc j'étais en recherche de validation extérieure quasiment de manière permanente. Voilà, et j'ai endossé on va dire le syndrome de la bonne élève avec beaucoup de difficultés à dire non. Bon voilà, tout ça est plutôt derrière moi au terme de 20 ans de développement personnel qui m'ont permis en fait de tirer un enseignement et je pense qu'il est valable pour tous. C'est que nos crises les plus profondes, nos blessures les plus profondes sont finalement et quelque part nos meilleurs talents et nos talents singuliers. Alors
aujourd'hui, ma légitimité à intervenir auprès de Lilia, elle s'appuie sur une expérience, je dirais, de praticienne, hein, essentiellement. Je ne suis pas une sachante. J'ai un profil de gestionnaire généraliste, école de commerce. Et puis, je dirais que j'ai un parcours en 2 temps, un parcours assez classique et conventionnel sur les, on va dire, les 12 premières années de ma vie dans le secteur des médias à l'international, puis dans le secteur de la finance, en particulier dans le secteur de la finance dite à impact, donc tout ce qui est investissement socialement responsable, microfinance, investissement solidaire, etc. Et puis à l'âge de 37 ans, j'ai eu une sorte de crise de conscience, hein, une sorte de quête de sens, en me disant mais finalement je passe beaucoup de temps au bureau, je ne vois pas vraiment l'impact de mes actions, donc il est temps de changer d'environnement. Et j'ai quitté la finance d'en haut pour rejoindre une ONG spécialisée dans la lutte contre la pauvreté au travers de la microfinance et de l'entrepreneuriat social. En l'occurrence, une ONG qui s'appelle la Fondation Positive Planète et qui avait été créée en 98 par Jacques Attali. Ensuite, il y a eu, donc j'ai quitté cette structure en 2016 et je suis partie 6 mois aux Philippines, qui a été alors pas pour des vacances, mais pour réaliser une mission de solidarité internationale, là encore dans une ONG. Et cette parenthèse, qui n'a été que de 6 mois, mais qui pour moi a été l'équivalent d'une phase de maturation de 10 ans, m'a permis de rentrer en France plus forte et plus ancrée, je dirais, plus déterminée dans mes choix. Et donc j'ai créé ma petite entreprise. Et depuis, donc je suis indépendante, avec tout ce que ça implique de difficultés, mais aussi de joie. Et le dernier point, c'est que je suis, vous l'avez compris, passionnée par les processus de transformation individuelle et collective, et qu'à ce titre, je me suis formée au coaching en 2015 au travers d'une méthodologie qui est portée par l'Institut Entreprenance et qui développe des critères pour mesurer, évaluer la capacité et le potentiel entrepreneurial d'un dirigeant, d'un porteur de projet ou d'un cadre en reconversion. Voilà. Top, merci beaucoup Vanessa pour ta présentation très complète. Alors, du coup, l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'était un petit peu la suite en fait de celui qu'on a fait avec Vanessa vendredi dernier, et donc sur le sens qu'on va donner en fait sur le sens que va prendre le travail, le monde de l'entreprise, le sens qu'on peut sur lequel on peut influer en fait, qu'on peut peut-être modifier, sur lequel on peut agir, et comment. Donc la semaine dernière, on a commencé à aborder ce sujet. Aujourd'hui, le titre du webinaire, c'est Repenser sens, motivation et engagement pour les salariés. Donc l'idée vraiment, c'est de discuter aujourd'hui, parce qu'avec Vanessa, on se disait juste avant le début du webinaire que on commence à lire et à entendre pas mal de choses qui disent ouais, mais on n'en sait rien de ce que ça sera, et puis qui on est pour chercher à influencer, et puis aussi des choses un peu plus spirituelles comme oui, mais en fait il faut d'abord qu'on regarde à l'intérieur de nos cœurs avant de vouloir et prétendre pouvoir changer le monde. Donc du coup voilà, c'est une dimension supplémentaire que j'avais envie de donner à ce webinaire, si vous êtes d'accord. Et n'hésitez surtout pas à réagir dans le chat. On n'est pas nombreux, vous êtes 10, donc on est 12 en tout, c'est super, c'est déjà très bien. Et donc n'hésitez pas, nous on lit les commentaires et les questions en temps réel, et puis soit on y répond tout de suite, soit on prendra le temps un petit peu plus tard, mais en tout cas on va répondre. Donc voilà, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a commencé vraiment à parler du sens qu'on donne au mot travail. On a parlé également des métiers qu'on ne valorise pas assez, qu'on sous-paye aussi, mais qui finalement aujourd'hui nous sauvent la peau, notamment pendant cette crise. Et c'est très important de les reconnaître. L'aspect aussi de la responsabilité personnelle. Je sais plus si on en avait parlé beaucoup ou pas, mais je sais que c'était ressorti à un moment donné sur la responsabilité qu'on prend sur nous, notre façon de faire, notre façon de travailler. Et pourquoi est-ce que alors
Alors moi personnellement, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi parler dès maintenant du fait que cette crise va changer le sens qu'on donne à l'entreprise, au travail, et du coup, quelle influence nous on peut avoir là-dessus, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que justement, du point de vue de cette responsabilité, moi je n'ai pas trop envie en fait que le gouvernement décide seul de ce sens-là, ou que les entreprises du CAC 40 décident seules de ce sens-là, ou que les autres en fait décident pour moi la façon dont je veux travailler, dont je veux continuer à travailler. Bien évidemment, individuellement, on n'arrivera pas forcément à influencer le monde entier. Mais justement, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire, et voilà, en fait, il y a plein d'aspects. Notamment, effectivement, comme cette petite phrase spirituelle qui dit ouais, mais d'abord regardez à l'intérieur avant de vouloir changer le monde. Je trouve que justement, ça prend énormément de sens pour le coup en ce moment de lier ces deux aspects, l'aspect personnel, évolution, développement, etc., avec l'aspect collectif. Et voilà, donc réagissez surtout. On va se passer la parole avec Vanessa. Je te laisse rebondir là-dessus et puis on continuera. On continuera comme ça. Merci Livia. Alors, ce que ton introduction appelle un commentaire. Le premier, me semble-t-il, c'est que on peut constater aujourd'hui que l'engagement des salariés, c'est une préoccupation très partagée par l'ensemble des dirigeants. Si l'on en croit le nombre d'études, d'enquêtes, de baromètres qui sont menées au sein des organisations sur ce sujet. Alors, on peut supposer que l'engagement suscite l'intérêt des dirigeants. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur de performance économique d'une part, c'est un vecteur de performance, on va dire aussi de rentabilité et de productivité, mais qu'à l'inverse, le désengagement, c'est un facteur qui va générer des coûts. Pourquoi? Parce qu'on va compter plus d'absentéisme, plus de turnover, plus de conflits sociaux, plus de démissions. Donc, on comprend que du point de vue de l'entreprise, il est important de renforcer, de développer l'engagement des salariés. Alors, je souhaiterais apporter un petit bémol parce que quand on parle d'engagement, on parle évidemment de bien-être au travail, d'épanouissement des collaborateurs. Mais derrière, l'engagement du salarié suppose d'avoir aussi une vision de l'entreprise qui n'est pas, on va dire, étriquée, mais qui est bien celle-ci. C'est-à-dire, l'entreprise, c'est certes un espace de profit, un espace de, on va dire, de génération de rentabilité, mais ça doit être aussi perçu comme un collectif humain qui produit du sens, qui propose de la création de valeurs plurielles et de la création de liens surtout social, et qui est aussi un lieu d'expérience partagée. Donc voilà, c'est important je dirais, de ne pas, pour éviter tous les effets de social washing, d'avoir déjà cette vision ouverte de l'entreprise et non pas en silo comme la vision, je dirais, effectivement en silo a longtemps prédominé durant notamment les 30 glorieuses. Donc de mon point de vue, comprendre l'engagement, c'est d'abord comprendre ce qui pousse l'autre à agir. C'est-à-dire quand on est manager ou leader, si l'on veut embarquer ses salariés avec soi pour atteindre des objectifs collectifs, il me semble essentiel de comprendre les motivations intrinsèques et extrinsèques des collaborateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse l'autre, qu'est-ce qui pousse autrui à agir au nom d'un collectif. Et là, bon, alors j'ai testé déjà pour moi-même, mais aussi j'ai observé dans ma vie professionnelle des collaborateurs, des partenaires, pour effectivement comprendre les principaux leviers d'activation de l'énergie et de la volonté d'autrui à agir. Et il me semble qu'il y a 4 leviers principaux. Alors le premier, il est évident, c'est l'argent. Bien évidemment, quand on cherche un travail, quand on cherche à travailler en entreprise, c'est d'abord, c'est en partie pour répondre à des obligations, on va dire, de nature financière. Ensuite, je pense qu'il y a un autre levier qui s'appelle la reconnaissance. Je crois que c'est important lorsqu'on travaille, même si en contrepartie de ces prestations, enfin de ces services, on reçoit un salaire, d'avoir une appréciation de la part de ces
de ses pairs, de la part de ses subordonnés, de la part de sa hiérarchie sur la qualité du travail produit. Donc, c'est ce que j'appelle la reconnaissance, c'est-à-dire avoir un regard bienveillant sur ce qui a été produit, bien ou en moins bien, mais en tout cas une appréciation de voilà de la contribution. Évidemment, plutôt de manière positive et bienveillante, on le souhaite. Voilà, mais c'est à mon avis, c'est un pilier extrêmement important. Après, le troisième pilier, à mon sens, c'est ce que j'appelle moi la cause. En général, on remarque qu'on a beaucoup plus d'énergie, de motivation à se lever le matin lorsqu'on adhère avec la cause de l'entreprise ou ses valeurs ou l'éthique qu'elle défend. Alors évidemment, dans le secteur associatif que j'ai côtoyé de près, c'est plus facile de trouver ce type d'engagement parce que la raison sociale, l'objet social de l'entreprise ou de l'ONG ou de l'association, ce sur quoi elle repose, fait partie de son ADN. Donc on retrouve dans le secteur associatif et de la philanthropie en général beaucoup de personnes, beaucoup de collaborateurs qui en fait minore l'aspect financier au profit, ce que j'appelle moi donc des valeurs ou de la cause. Et le quatrième, peut-être le quatrième levier qu'on pourrait citer, c'est le sentiment d'appartenance. Je crois que quand on fait partie d'une entreprise, on doit être fier. Il y a un sentiment de fierté à appartenir à tel groupe ou à telle structure parce que l'entreprise ou le leader, le fondateur, fait figure d'exemplarité quelque part. Il incarne une vision, il a un certain charisme, il porte des valeurs, donc on a envie d'être associé à cela, à sa personnalité, à ce qu'il donne à voir, à une incarnation quelque part. Il est une incarnation de l'entreprise et du collectif. Voilà, donc je pense qu'à des degrés variables, nous répondons tous à ces stimuli que sont donc l'argent, la reconnaissance, la cause et on va dire l'appartenance. Si tu veux rebondir, hein, n'hésite pas. J'avais coupé mon micro, désolée. Ouais, alors il y avait des. Moi, j'ai bien aimé les leviers dont tu as parlé. Alors, il y a des questions sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Alors, Patrick qui demande ne pas laisser le gouvernement décider seul de l'après-crise. De quel réseau disposons-nous pour ce faire? C'est une très bonne question. En fait, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait organiser quelque chose. Après, bon, c'est vrai que moi, je suis très bonne pour les idées, mais pas forcément la meilleure personne pour la mise en place. Mais quand moi j'en parle, par exemple, c'est aussi à l'échelle, enfin, pas à l'échelle, mais en tant qu'entrepreneur, où je me dis bon nous par exemple on bosse ensemble tous les jours l'équipe Epipine pour décider de ce qu'on veut faire. Alors effectivement après il y aura des lois, il y aura des choses qui vont changer sur lesquelles on n'aura pas forcément la main, mais je ne pense pas qu'il y ait un réseau organisé à ce jour, Patrick, pour répondre à ce besoin. Ceci dit, je pense que si chaque personne, chaque individu en conscience se pose cette question et cherche à changer des choses. Moi, je crois beaucoup en cette période de calme pour que chacun soit poussé un petit peu à se poser des questions existentielles, quoi. Quelque part, pour moi, ça me paraît peut-être un peu bisounours, peut-être un peu simpliste comme ça en théorie, mais quand on le fait, mine de rien, moi par exemple, j'ai pris des papiers sur lesquels j'ai écrit ce que je ne veux surtout plus retrouver après le déconfinement, quelles habitudes, quelles choses je ne veux surtout pas reprendre, et finalement il y en a plein. En fait, il y a plein de trucs pour lesquels je suis mais ravie de ne plus avoir à les faire ou à y faire face tous les jours en fait. Et du coup, je me dis bon voilà, aujourd'hui j'ai le temps de me pencher sur ces questions et me dire comment est-ce que j'ai la possibilité de réorganiser. Alors, je suis bien consciente que tout le monde n'a pas cette possibilité et ce luxe. Hein, voilà, c'est très clair. Mais rien que si on fait tout ça, je pense que à une échelle enfin une plus grande échelle que celle individuelle, on pourra j'ai pas envie de dire imposer, mais
Après, bon, je me dis en réfléchissant aussi, je me dis que ça ne nous dispense pas forcément d'un bon réseau ou d'un bon leader sur ces questions-là. Vanessa, je sais pas si tu as vu des questions intéressantes, enfin sur lesquelles, pas toutes intéressantes, mais peut-être rebondir sur ta réponse. Je dirais que la crise que nous traversons sans précédent, qui a un caractère un peu choquant parce que c'est une tragédie, et en même temps je suis convaincue que c'est un wake-up call, donc un réveil pour nous tous, pour l'humanité, pour essayer de changer les paradigmes et certainement pour faire le deuil de ce que nous avons connu, parce que je pense que la société ne sera jamais plus comme avant. Et je crois que c'est le moment certainement de laisser de la place à l'accueil de nos envies, de nos souhaits pour mieux construire demain. Et je réfléchissais à la question de on va dire des modalités de travail pour nous tous. On a tous connu des environnements très concurrentiels où il était demandé beaucoup de la part des salariés, donc un univers en général avec de la surinformation, où on était quand même tous très pressurisés, avec une demande aussi de multitasking, c'est-à-dire d'être en capacité de traiter plusieurs dossiers en même temps, de gérer plusieurs chantiers. Et je me pose la question de savoir si ce n'est pas le bon moment pour être plus à l'écoute, pour que les entreprises aussi, les directions soient plus à l'écoute et en respect des rythmes de chacun. Sachant que le télétravail peut être aussi un vecteur et une modalité de nouveau travail et justement d'adaptation au biorhythme de chacun. Et ça me faisait penser en fait aux différents mouvements qu'on avait vu fleurir au cours des dernières décennies, que vous connaissez certainement, liés à la slow food, à la slow life, on va dire aussi au slow sex. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que demain il y aura un slow work? En tout cas, je pense que c'est peut-être le moment d'y réfléchir, et également de réfléchir à qu'est-ce que ça ferait si la société en fait avait des personnes qui avaient des temps de travail réduits, avec donc la mise en place d'un revenu de base ou un revenu universel, pour en fait permettre des respirations entre le temps de production et le temps de créativité et de ressourcement de chacun. C'est-à-dire comment on peut mettre en œuvre un système peut-être moins coercitif, où l'épanouissement, la liberté individuelle, l'ingéniosité individuelle peuvent se déployer tout en restant productif au service d'un collectif. Mais je pense que la mise en place on va dire, de ce schéma suppose aussi que chacun se pose en conscience et en vérité la question: de quoi ai-je besoin pour vivre? Quel est mon essentiel à moi? C'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt à faire un saut en avant, un pas en avant vers de la sobriété frugale, ou des modes de vie plus sobres et frugaux? Enfin, je pense que vous avez tous lu Pierre Rabhi, Les Colibris, etc. Donc est-ce que, et j'ai écouté, et d'ailleurs je vous conseille d'écouter ce podcast qui a été réalisé par la communauté Make Sense, que peut-être les gens de l'innovation sociale connaissent. Donc Make Sense, au départ c'est un collectif qui aide les entrepreneurs à résoudre leurs défis, et ils ont créé une série de podcasts qui s'appelle Les Paumés, et donc ils interrogent les gens sur différents sujets, et il y a des trentenaires qui expriment et qui présentent leur vision du travail. Et c'est tout à fait éclairant, parce que je pense qu'il y a certainement des germes de vérité pour demain. Et il y a une sorte de sagesse aussi dans ces propos, parce que les jeunes d'aujourd'hui, alors je ne vais pas faire de généralité, mais en tout cas, il y a une partie de la population trentenaire qui représente notamment les millennials, qui sont prêts à vivre avec moins de revenus, mais à consacrer et à valoriser la valeur temps, et à s'investir peut-être davantage dans des activités éco-citoyennes ou sociales au service des transitions. Donc je pense qu'il y a peut-être un levier de réflexion à cet endroit, c'est-à-dire entre l'activité productive telle que nous l'avons connue et peut-être un engagement au nom de la société qui ne serait pas rémunéré, en tout cas pas sous les formes que l'on connaît. Ah oui, c'est des belles réflexions. Moi, je connaissais pas, tu vois. Enfin, Make Sense, oui, mais pas ce dont tu viens de parler, avec les trentenaires qui donnent leur vision du boulot. Ce que tu disais, ça m'a fait penser aussi à une autre chose, et on en parlait
dans un autre webinaire. Non, c'était pas dans un webinaire, c'était dans une réunion téléphonique. Mais on avait dû aborder ça dans un autre webinaire aussi. C'était quand tu parlais du slow work et le temps qu'on pourrait s'accorder éventuellement entre des différentes parties de notre travail, enfin les différentes tâches. Une des choses qui serait peut-être qu'il serait bon de repenser et auquel il serait bon de donner un sens différent. Et peut-être qu'on pourrait en profiter. Et en tout cas, nous, on essaie de mettre les choses en place avec Epipine. C'est comment, enfin, pas le sens qu'on donne, mais comment est-ce que je pourrais formuler ça un petit peu différemment? C'est comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on structure le travail dans le sens qu'est-ce qu'on met dans la fiche de poste? Est-ce que par exemple lorsqu'on embauche je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme un chef de projet, est-ce que toutes les tâches et toutes les compétences demandées, est-ce qu'elles sont obligées d'y être? Est-ce qu'on pourrait pas repenser le job writing, la façon dont on structure? Alors c'est un chantier qui prendra des années. Hein, je pense que c'est une évolution plutôt qu'une révolution. Mais je me dis, ça vaut le coup en fait. Et c'est vrai que nous, on invite les entreprises à repenser ça. Notamment vis-à-vis des neuroatypiques, parce que en fait parfois les personnes ne peuvent pas être multitâches ou alors ont une zone d'expertise sur un métier mais ne peuvent pas remplir tous les à côté de la fiche de poste. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait justement repenser? Si, pour moi en fait c'est vraiment le sens qu'on donne au boulot. Est-ce que je suis censée savoir faire toute cette multitude et tout ce spectre de tâches qui sont marquées dans une fiche de poste et qu'on attend implicitement ou explicitement de moi dans un métier, dans un poste? Est-ce que je suis forcément obligée de savoir tout faire? Et est-ce que je serai éternellement amenée à me sentir nulle parce que je ne sais pas ou ne veux pas faire la moitié des trucs qu'on me demande juste au nom d'un rôle que je suis censée remplir? Et ça, pour moi, c'est un autre aspect et qui, pour moi, est pour le coup extrêmement pratico-pratique et à ne pas remettre à dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes pour qui c'est très concrètement nécessaire. Moi, je pense que la tendance de demain, c'est, elle va favoriser beaucoup plus d'autonomie, de prise de prise d'initiative individuelle, d'indépendance, d'autonomie. Et d'ailleurs, je pense que les entreprises l'ont perçu parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des programmes que l'on appelle les programmes d'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, je pense que vous connaissez. À la base, ce sont on va dire des programmes, des schémas intra-entreprises qui permettent à des salariés qui ont des idées intéressantes, novatrices, donc qui proposent en fait un cadre et des conditions favorables pour que le salarié puisse les mettre en œuvre plutôt que de le voir filer, je dirais, à l'extérieur. Donc c'est aussi une façon de retenir les talents. Et dans ce que je perçois moi dans les programmes d'intrapreneuriat, c'est que l'entreprise est consciente de la nécessité de laisser respirer les salariés les plus créatifs, les plus ingénieux, les plus talentueux, à la fois pour capter, évidemment c'est rarement altruiste, hein, pour capter je dirais de la matière grise pour capter des idées nouvelles, notamment en provenance du terrain. Ça leur permet en général, ces programmes d'entrepreneuriat, d'être en lien avec on va dire les tendances et les évolutions de terrain, et surtout d'organiser elles-mêmes leur corporate hacking. Donc ça, c'est, je dirais, du point de vue de l'entreprise. Et évidemment, du point de vue du salarié qui a accès à ces programmes d'entrepreneuriat, c'est une façon pour lui, je pense, ou pour elle, de s'exprimer, d'avoir la capacité de, comment dirais-je, de donner naissance à un projet qui lui tient à cœur et en même temps d'être au service quand même d'un collectif. Donc c'est une façon de choisir son projet tout en étant porté par une structure où en général en plus il y a des moyens, donc c'est moins dangereux, moins périlleux, moins menaçant que peut-être parfois monter sa propre start-up. Et en même temps, il y a une sorte, je dirais,
d'accord plus ou moins tacite de dire voilà, on vous donne un petit peu un précaré, l'entreprise donne un précaré, voilà, un précaré aux salariés pour qu'il soit, on va dire, qu'il ait ce foisonnement créatif qui va nourrir la stratégie de l'entreprise et en contrepartie qui va permettre donc une fois encore aux salariés d'avoir la capacité de réussir ce qu'il a envie d'entreprendre. Et je trouve que de mon point de vue, c'est un dialogue et une relation assez fructueuse et assez harmonieuse qui, à mon avis, va croître dans les années et les décennies à venir. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. Je te propose, Vanessa, qu'on regarde 2-3 questions aux commentaires, parce qu'il y en a pas mal là, surtout Patrick. Patrick est très actif. Question à Vanessa Lang. Alors ça, c'est une question qui date d'il y a plusieurs, je pense, 15-20 minutes au moins. L'engagement des entreprises est-il déclaratif ou applicatif? C'était par rapport à quelque chose que tu disais au tout début, Vanessa. Je sais pas si tu t'en rappelles. L'engagement des entreprises est-il déclaratif ou réglementaire? Ou applicatif? Parce tu parlais de l'engagement des entreprises. Alors, l'engagement des entreprises, c'est pas tant l'engagement des entreprises, mais c'est l'engagement des entreprises à prendre en compte les enjeux sociaux. Alors, au départ, c'était des engagements sociétaux qui intégraient les 2 dimensions environnementales et sociales. Et je dirais que la réglementation s'est chargée on va dire, d'inciter fortement, en tout cas d'engager par le biais de la conformité, d'engager les entreprises à effectivement prendre en compte ou à expliquer aussi si elles ne le font pas, pourquoi elles ne le font pas. Mais dès la loi, ce qu'on appelle la loi NRE, la loi des nouvelles réglementations économiques qui date de 2001, ensuite il y a eu un relais avec la loi, la loi qui a encadré la responsabilité sociétale des entreprises après le Grenelle de l'environnement en 2009. Et ensuite, on a eu la norme ISO 26000 qui a encadré également, on va dire, l'intégration de ces enjeux dans l'entreprise. Et je pense un cran plus loin avec l'ordonnancement des objectifs de développement durable de l'ONU. Aujourd'hui, il y a 17 piliers et évidemment, dans les 17 piliers, on retrouve toutes les questions liées à la diversité, à l'inclusion, au handicap. Donc voilà, je dirais que la voie réglementaire est une façon évidemment d'inciter fortement les entreprises à adopter des bonnes pratiques. Après, est-ce qu'elles le font toutes après, ce que j'appelle moi, il y a divers degrés, divers niveaux de maturité d'entreprise. Il y a des entreprises de génération 1 en RSE, de génération 2 et 3. Je pense que celles qui sont donc les plus avancées en génération 3, même si elles sont toutes dans une démarche de progrès, c'est celles qui mettent au cœur, on va dire, de leur raison d'être, je dirais, les enjeux environnementaux et sociétaux et sociaux. C'est-à-dire celles, quelque part, se reconnaissent dans la définition de l'entreprise à mission telle qu'elle a été définie dans la loi Pacte, telle qu'elle a été promulguée en 2019. C'est-à-dire, j'inscris dans mes statuts de manière concertée avec mes parties prenantes et pas seulement avec les actionnaires, la manière dont la vision de l'entreprise, sa mission et ses activités vont permettre de prendre en charge ces enjeux sociétaux et notamment le volet social. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Patrick. Patrick nous le dira. Alors, la vision hiérarchico-fonctionnelle existe encore dans un grand nombre de structures. Comment le faire évoluer et dans quelle direction? Oui, alors on en parlait aussi, je ne sais plus quand, mais effectivement, c'était mardi qu'on en parlait. En fait, il y a des choses, à mon sens, et Vanessa, je te laisserai compléter, mais il y a des évolutions comme ça justement qui seront des évolutions en fait. Ça c'est juste une première étape dans la réponse puisque on parlait de cet aspect-là, mais par rapport à la vision des neuroatypiques mardi dernier. Effectivement, on ne peut pas s'attendre à ce que la crise d'un seul coup en fait éclate tous ces fonctionnements ou à ce que on arrive d'un seul coup à tout faire changer. Maintenant, à mon sens, justement, cette vision hiérarchico-fonctionnelle, peut-être que ce qui se passe actuellement remettra un petit peu en cause, peut-être ébranlera un petit peu les fondations de cette vision.
parce que on verra qu'on peut fonctionner différemment et que c'est à coup de ce genre d'événements qu'on pourra, notamment, surtout si le confinement dure, parce que finalement on ne sait pas, hein, n'est-ce pas Vanessa? On ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Mais, mais justement, comment est-ce que les gens arrivent à s'organiser sans forcément avoir tout le temps quelqu'un sur le dos, par exemple. Et puis, à force d'avoir des nouvelles générations aussi sur le marché, de plus en plus, qui vont les générations Z, qui n'acceptent plus tellement en fait la hiérarchie, un exercice de l'autorité trop sévère, trop présent, trop voilà. Donc, je pense que ça sera, enfin, j'espère en fait, en tout cas, que ça sera une évolution entre guillemets naturelle, qui va nous amener à de plus en plus, enfin, d'autonomie dans le fonctionnement. Après, il y a aussi un aspect de tout ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des consignes, d'avoir de la hiérarchie, etc. Donc, on ne peut pas complètement tout détruire en fait. Donc, il faudra aussi continuer à fonctionner et enfin de plus en plus fonctionner en suivant les besoins de chacun. Et il y a des personnes qui ont vraiment besoin de la hiérarchie, d'avoir un patron, d'avoir des consignes, d'avoir une supervision. D'autres pas du tout. Donc voilà, je pense que l'idée c'est d'aller de plus en plus vers un fonctionnement où le besoin les besoins pour être efficaces de chacun individuel et du coup de l'équipe et du groupe seront respectés et pas juste une solution une pour tous quoi, one fit for all comme tu dis. Il est vrai que les pratiques managériales aujourd'hui, jusqu'à présent, ont été on va dire structurées autour du contrôle, de la verticalité, de la supervision, du reporting. Et je pense que l'éveil de conscience qui nous touche tous à différents niveaux va, comment dirais-je, ressusciter certaines pratiques liées notamment au don contre don. Je suis très fan de la théorie sur le don de Marcel Mauss, ethnologue et anthropologue dont vous avez certainement entendu parler. Et un certain Norbert Alter, qui est professeur de sociologie à l'université de Paris-Dauphine, avait repris ses travaux dans un ouvrage qui s'appelle Donner et reprendre, qui en fait explique que le principal actif d'une entreprise dans son fonctionnement invisible, c'est la confiance et la volonté qu'ont les collaborateurs de donner. Et ça ne peut pas être, ce facteur intangible ne peut pas être formalisé dans on va dire dans un organigramme, une structure hiérarchique établie. C'est-à-dire que les procédures contraignantes sont plus contre-productives, par exemple, que on va dire une forme de laisser-aller apparent qui va permettre à l'individu de s'exprimer et surtout de donner. Donc, la théorie de Norbert Alter est de dire il faut que les managers arrivent à comprendre et surtout à tirer profit de la volonté de donner du collaborateur. Parce que cette volonté de donner, elle est là. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et alors pas dans ce bouquin, mais dans un autre livre qui s'appelle La Révolution du don, une expérience a été menée aux États-Unis dans une association sur des bénévoles, donc par définition bénévoles mais pas payés, et justement pour mesurer cet effet don. Don, c'est-à-dire je donne et je reçois et je rends. Ils avaient proposé une rétribution aux bénévoles durant quelques semaines pour voir si ça allait augmenter leur productivité ou au contraire, avoir un effet neutre ou au contraire avoir un effet différent de celui escompté. Et curieusement, le fait de rétribuer les bénévoles ont eu un effet négatif sur leur productivité. C'est-à-dire le fait d'être payé, alors pas beaucoup payé, c'était symbolique, n'a pas eu, je dirais, un effet d'engagement ou on va dire d'investissement, de surinvestissement. Donc, on voit bien à travers cet exemple que, une fois encore, ce n'est pas le contrôle ni, on va dire, la carotte de l'argent qui permettent aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais véritablement que Aristote j'en perds mon oreillette, ce qu'Aristote appelait le bonheur eudémonique versus le bonheur hédoniste. C'est-à-dire que le bonheur eudémonique vient en fait interpeller l'individu sur des objectifs d'ordre supérieur, c'est-à-dire tout ce qui touche au sentiment de se sentir utile, un sentiment de croissance intérieure, de croissance émotionnelle, de servir un but d'ordre supérieur. Donc c'est tout ça qui doit être, je pense, cristallisé dans les nouvelles pratiques managériales pour demain. Voilà, je pense personnellement, à titre personnel, que c'est une voie vers l'épanouissement pour le plus grand nombre, même si, comme le disait à juste titre Lilia, certains individus
ont besoin de cadrage, ont besoin de guidelines, de lignes directrices, effectivement, d'un plan d'action qu'ils doivent suivre à la route, parce qu'on n'est pas tous faits du même bois. Donc voilà, il faut s'adapter aux besoins de chacun. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que Patrick dit, génération X, Y, Z, gare aux généralités. Oui, oui, bien sûr. Tu me connais, Patrick. Je peux faire des généralités tout en étant consciente que finalement, à l'intérieur d'une entre guillemets case, on est tous complètement différents et uniques. Cela dit, il y a quand même des tendances qui se remarquent. Donc, c'est plutôt des tendances que je parle. Maintenant, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, Vanessa, avec ma petite patte. Je pense que je vais créer un blog qui va s'appeler le bisounours pragmatique ou un truc comme ça, parce que j'ai une vision quand même très bisounours de plein de trucs. Donc, mais qui, à mon sens, est très concrète et applicable à plein de choses. Et c'est d'où le côté pragmatique du bisounours. Mais et d'ailleurs, ce n'est pas des gens perchés qui disent ce que je vais dire maintenant. C'est vraiment il y a de plus en plus d'études, etc., qui se font là-dessus. Même si j'en ai pas là tout de suite à vous citer, puisque je retiens pas. Mais tu parlais du don. Et en fait, le don, la générosité, la solidarité, l'empathie, il y a des choses qui font partie de notre nature. Et si on libère, si on nous dispense de certains cloisonnements, de certaines limitations de fonctionnement, de certaines règles, de certaines voilà, de plein de choses qui nous confinent, sans jeu de mots sur le mot confiné, qui nous confinent dans des cases, sur des rails, dans des fonctionnements très limités, qui sont très éloignés de notre nature. Bah, si on nous libère de ça, moi je pense qu'on pourra constater beaucoup plus de choses positives que de chaos. Et ça se vérifie pas forcément. Enfin, je veux dire, ça se vérifie pas. Je n'ai pas pratiqué ça et je n'ai pas. C'est une théorie pour moi, mais effectivement, on constate que avec des tests, par exemple, quand on lâche plusieurs enfants dans une salle, on observe leur comportement, comment est-ce qu'ils se comportent, quelles sont les tendances naturelles, est-ce qu'ils vont plutôt être dans une tendance de compétition ou plutôt d'entraide ou de coopération. Finalement, on a aujourd'hui été habitué à penser avec des lois, des règles, des résultats de recherche sur des comportements en société qui sont régis par des lois, par des règles, par des encore une fois des limites imposées, mais on n'a pas tellement ébruité de résultats de recherche, ou même peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de recherche sur comment est-ce qu'on se comporte si on nous affranchit de toutes ces lois et de toutes ces règles. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, et je pense que on pourrait avoir de très très bonnes surprises. Et du coup, si on un peu le retour à l'état sauvage de l'être humain, avec tous les acquis pour autant d'évolution, de niveau de conscience, etc. Je pense qu'on pourrait reconstruire quelque chose de très positif, quoi. Il y a Patrick qui dit le bisounours pragmatique, un beau sujet de ciblage comportemental. On en parle quand tu veux, Patrick. Mais merci, Elise, bonne idée de blog. Ouais, je vais y réfléchir. Ça fait 2 fois que ça me revient à l'esprit, donc je pense que je finirai par le faire. Le côté pragmatique, peut-être que je vais l'appeler terre à terre ou je sais pas, mais ou conscient. Mais bon, effectivement, non, pragmatique, c'est pas mal. Je vais y réfléchir. Alors, Élise qui dit aussi, vu que tu rebondis pas tout de suite, Vanessa, je me permets, j'enchaîne sur un commentaire d'Élise. Pourtant, les commerciaux et les recruteurs sont payés essentiellement à la commission, et le constat général qui est fait depuis des années montre que ça marche, bien qu'à titre perso, je ne suis pas en phase avec cette approche. Alors, ce que vous dites qui marche, c'est le côté rémunération à la commission. Mais comme je le disais tout à l'heure, les facteurs d'investissement ou d'implication peuvent varier d'un individu à l'autre. Donc, les personnes qui occupent des postes de commercial qui doivent développer du chiffre d'affaires ont raison d'être incentivés. Enfin, l'entreprise a vu juste dans l'incentivation au niveau individuel sur l'atteinte d'objectifs, parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont, on va dire, un peu des gagnants, qui ont des tempéraments, on va dire assez, comment dirais-je, de winner, hein, au sens, bon, sans porter du jugement de valeur, mais disons qu'il y a je pense qu'il y a aussi des castings, il y a des postes et des castings de profils qui vont avec. Donc, en revanche, là où je trouve qu'il y a par contre un paradoxe dans les entreprises, c'est qu'on demande
souvent aux équipes donc de réfléchir, de penser, de travailler en collectif, alors que les mécanismes de rémunération sont généralement benchmarkés sur des performances individuelles. Et là, il y a un hiatus. Parce que comment penser collectif en étant, on va dire, motivé uniquement sur une performance individuelle. Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir à cet endroit. Et peut-être alors c'est un peu décorrélé en même temps, pas vraiment. On parle beaucoup de l'engagement du salarié et on parle rarement de l'engagement de l'entreprise. J'ai en mémoire une entreprise qui avait vraiment été exemplaire dans une phase de crise, alors qui n'est pas comparable à celle que l'on vit, mais je fais allusion, vous la connaissez certainement, cette compagnie américaine qui a lancé le modèle du low cost qui s'appelait Southwest Airlines, qui, après les attentats donc du 11 septembre 2001, avait enregistré comme d'autres compagnies aériennes des pertes abyssales en matière de chiffre d'affaires et d'activité. Et alors que tous les concurrents ont dû procéder à des licenciements massifs, Southwest Airlines a pris le parti de ne licencier personne parce que c'était la volonté du dirigeant de placer l'humain au centre. Donc ça a toujours été en fait la philosophie du PDG de considérer que l'humain, le salarié n'était pas d'ailleurs une ressource humaine. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'il disait que le terme de ressources humaines lui faisait penser à un plan quinquennal de Staline. Donc lui, il préférait parler de trésors ou d'actifs et non pas de ressources humaines. Et je trouve que cet exemple, il est très parlant parce que malgré un cours de bourse qui a dévissé et un chiffre d'affaires qui s'est vraiment effondré au moins les quelques premiers mois suite au 11 septembre, l'entreprise a fait le pari de ne laisser personne sur le bord de la route et de continuer l'aventure coûte que coûte. Et là, on a vu un investissement et une productivité renforcée. Donc, sur le court terme, c'était pas payant, mais sur le long terme, le choix effectivement de ne pas licencier s'est révélé positif. Alors, en montrant l'individu le plus performant au collectif, c'était Patrick qui disait, et Elise qui dit beaucoup de dirigeants sont persuadés que seule la motivation personnelle sera productive. L'idée que seul on va plus vite, mais c'est oublier qu'ensemble on va plus loin. Beaucoup de dirigeants sont persuadés que seule la motivation personnelle sera productive. Alors, ce à quoi ça me fait penser, en fait, c'est que effectivement, vous savez quand on dit tu peux pas faire changer quelqu'un, il faut que lui seul, enfin il faut que lui il le veuille en fait. C'est un peu ça en fait. C'est si on n'a pas cette motivation dans nos tripes, les actions qu'on mettra en place ne dureront pas. Donc je ne sais pas si Élise, votre commentaire était dans le positif ou dans le négatif par rapport à beaucoup de dirigeants. Mais effectivement, et c'est vrai qu'on peut le voir de deux manières. La motivation personnelle, c'est quoi? Est-ce que c'est la motivation individualiste ou est-ce que c'est la motivation que moi j'ai que j'ai trouvé en moi tout seul sans que et que je suis capable de maintenir et connecter à des besoins profonds que j'ai pour la maintenir en fait, et pas qui me soit imposée de l'extérieur et qui finalement sera très superficielle quoi. Voilà, c'était le commentaire qui me venait à l'esprit. Et puis Patrick qui dit exact, le terme ressources humaines devra être modifié si l'entreprise veut sortir d'une logique purement financière. Oui, bah en fait les Anglo-Saxons ils parlent déjà de talent acquisition, c'est pas tout à fait la même chose, mais acquisition de talent, c'est vrai qu'en français ça sonne un peu moins bien. Mais les trésors, c'était pas mal. Et c'était quoi l'autre terme, Vanessa, trésor ou par rapport à Southwest Airlines, oui. c'était le terme d'actif, actif plutôt que la vision ressources humaines qui fait penser plutôt à quelque chose de actif versus passif. Oui. Bah oui, c'est vrai que ressources humaines, ça me fait penser aussi à actif plutôt que la vision ressources humaines qui fait penser plutôt à quelque chose de actif versus passif. Oui. Bah oui, c'est vrai que ressources humaines, ça me fait penser aussi à la ressource, elle est toujours à disposition de quelqu'un en fait. Elle n'est pas à la disposition d'elle-même. Donc oui, c'est vrai que c'est un petit côté Staline. Talent acquisition s'inscrit dans une logique plus produit. Oui, je suis d'accord. Enfin, après, bon, autant je suis passionnée par les mots, par le verbe. C'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant et je dis souvent, je sais pas si ça m'est arrivé de le dire dans des webinaires, mais il me semble que oui, que le mot est un contenant et le contenu que chacun met dedans, en fait, il va être différent.
Donc, mais pour autant, je trouve que des fois, on essaie de couper les cheveux en quatre par rapport à, et je parle pas du terme ressources humaines ou talent acquisition, c'est juste quelque part un pas d'avance que je prends par rapport à la recherche d'un terme idéal, parce que je me dis, à un moment donné, à force de vouloir satisfaire tout le monde, c'est un peu comme l'écriture inclusive, et pourtant je suis féministe, hein, féministe dans le sens originel du terme, mais l'écriture inclusive, parfois, on coupe les cheveux en quatre à vouloir. Les textes deviennent illisibles. Pardon pour toutes celles qui le défendent. Je suis désolée. Je suis pour l'égalité de tout ce qu'on veut, mais l'écriture inclusive, pour moi, c'est, à mon sens, et peut-être que je me trompe, et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est pas forcément un combat existentiel. Et autant sur certains termes, je pense qu'il va falloir qu'on je divague, hein, je suis désolée, mais c'est juste que on a commencé à parler des mots et des termes, et ça me passionne tellement que il y a un fine line à trouver sur des termes, sur des mots, sur effectivement ressources humaines, talent acquisition, c'est pas les meilleurs termes. Après, par exemple, quand on regarde, pour autant, je pense que c'est quand même important comme sujet, mais quand on regarde des entreprises qui utilisent des termes comme trésor ou actif ou pépite, ou quand on cherche des mots et qu'on va trop loin, après on est accusé d'hypocrisie. Ouais, mais de toute façon, il fait ça, mais quand l'entreprise fait une bonne action et l'affiche, elle est accusée de vouloir juste s'attirer de nouveaux clients et des ventes. Donc il y a pas vraiment de solution idéale pour ce genre de choses. Je sais pas s'il y a des termes idéaux. Je sais pas ce que vous en pensez en fait. Je sais pas si c'est très pertinent aussi maintenant, mais je pense personnellement, Lilia, qu'on est dans une société de la communication où la novlangue est reine. Donc, au-delà des mots, c'est bien d'incarner ces mots par une action. Donc, j'ai envie de dire, quel que soit le mot choisi, ce qui compte, c'est la congruence et la cohérence entre le verbe et l'action, de mon point de vue. Oui, oui, je suis d'accord. Et le commentaire de Patrick aussi qui dit ceux qui sont accusés d'hypocrisie sont ceux dont les actes et les paroles diffèrent. Bah, pas toujours en fait. Hein. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Parler plus. Aujourd'hui, on a tellement de critiques un petit peu partout, des personnes qui restent confortablement derrière leurs écrans à juste à écrire des trucs qui sans forcément faire grand chose. Que ceux qui sont critiqués, non, c'est pas que ceux dont les paroles et les actes diffèrent en fait. Hein. Et je pourrais citer plein d'exemples. Pour le coup, ne serait-ce que dans le milieu de la neurodiversité et de l'autisme notamment, il y a beaucoup d'accusations injustes. Enfin bref. Voilà. Sur la novlangue, allez lire, elle le dit Miel Tcharek. Est-ce que tu connais Vanessa? Pardon. Il y a Patrick qui écrit sur la novlangue, allez lire Elodie Miel Tcharek. Non, je ne connais pas, mais je vais regarder cette référence. Et j'irai lire aussi, Patrick, j'ai bien vu que tu m'as conseillé de relire Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Je vais me le procurer. La beauté des liseuses électroniques, c'est que je n'ai même pas besoin d'attendre la fin du confinement. Alors, je veux le retourner. Qu'est-ce qu'on pourrait, parce que c'est vrai qu'on a du coup brassé pas mal de sujets et on est parti dans pas mal de sens différents. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion pour wrap up tout ce beau sujet? Alors effectivement, on a balayé plusieurs sous-sujets du sujet méta, donc repenser les facteurs de sens et de motivation et d'engagement des salariés. Je lisais pas plus tard qu'hier un article dans la Harvard Business Review qui m'a interpellée sur le fait que aujourd'hui on est en train de vivre donc ce point de bascule, hein, c'est-à-dire ce saut dans l'inconnu, mais qui en même temps nous permet d'avoir une page blanche où tout est à réécrire. Et sur les pratiques managériales, l'auteur de l'article indiquait que demain, dans les entreprises, on aura certainement besoin plus de leadership que de management. Et derrière management, il indiquait que le management, c'est faire les choses bien versus le leadership qui signifie faire les bonnes choses. Et donc demain, on aura besoin de leaders qui font des bonnes choses.
Et je trouve que c'est une belle conclusion. Ah ouais, c'est super bien dit, des leaders qui font les bonnes choses. J'aime beaucoup d'ailleurs, et je crois que tu l'as cité la dernière fois, Vanessa, Simon Sinek. Non, peut-être pas la dernière fois, mais dans une de nos réunions. Ouais, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Start with Why, que j'ai lu, que je trouve formidable et qui parle beaucoup de la différence entre le leadership et le management, et les bons leaders, les mauvais leaders, etc. Et effectivement, lead by example, être leader en donnant l'exemple, en étant là en première ligne en fait, et je pense que ça pourrait en partie probablement répondre à la question, enfin, ou en tout cas, moi, ça me donne de la matière à réfléchir sur toute sa partie réseau, dont que Patrick évoquait, pour répondre aux besoins de ne pas se laisser dicter les nouvelles règles que par le gouvernement, que par les autres. Peut-être que c'est mon filtre à moi de dire que on n'a pas nécessairement besoin d'organiser un réseau, de formaliser un réseau, mais par contre, effectivement, avoir des leaders qui montrent, qui ouvrent la voie et qui montrent l'exemple, et que chacun est libre de suivre, finalement. Parce que voilà, dans mon expérience, en fait, encore une fois, c'est peut-être juste un biais de ma part, hein, donc je ne dis pas que c'est la vérité, mais mon biais me fait dire que à partir du moment où on formalise un réseau, bah, on met trop de règles dessus, et en fait, on se limite, on se prive de pas mal de libertés qu'on a quand on n'est pas forcément organisé formellement. Mais bon, voilà. Donc, du coup, effectivement, les leaders, les leaders qui font les bonnes choses, qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent, je suis bien d'accord. Bon, bah, écoutez, il est l'heure. C'était pour moi super riche. Merci beaucoup, Vanessa, pour Merci à toi, merci pour l'échange collectif. les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Bah, tu vois, Patrick, je suis complètement d'accord. C'est effectivement à chacun de prendre la sienne. Ça nous ramène à cette responsabilité qu'on a chacun. Et merci beaucoup à tous. Donc, le replay sera posté tout à l'heure, et tout comme les liens pour les prochains webinaires. Et juste pour un petit aperçu, donc on a mardi prochain un webinaire sur, attendez, je vais vous donner le titre exact, histoire de ne pas me planter. Donc mardi prochain, un webinaire qui s'appellera Comment mieux faire apprécier nos qualités de neuroatypiques, que je co-anime avec Ludovic Milcan, qui a passé pas mal d'années en tant que DRH neuroatypique. Donc je laisserai se présenter, mais voilà, donc c'est le 14 avril à 12h30. Je pense que ça va être super intéressant. Je vous mets le lien ici au cas où. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup, Clara, pour le retour. Merci, Élise, Olivier. Merci, Patrick, pour ta participation active. Merci les autres également. Et très bonne fin de semaine, et à très vite. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.